esthétique, déstructuré, poétique. Aujourd'hui, on trade avec Gumo, artiste français de tatouage, mais pas que. On a parlé élevage canin, cubisme, sandwich et on s'est donné rendez-vous dans 10 ans. Bienvenue dans Trademark. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. C'est une reproduction d'un Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Bonjour Gumo. Salut. Bienvenue chez nous. Merci. Alors, moi je te connais en tant que tatoueur. Mhm. On est ici aujourd'hui pour discuter de ton travail de tatoueur, mais aussi de tout ce qu'il y a autour. Et Dieu sait que dans ton cas, il y en a beaucoup autour. Donc c'est trop cool. Donc moi je te connais de prime abord sous un pseudo, ton Instagram qui est Ugly Kid Gumo. Ouais. Est-ce que tu peux me dire d'où vient ce pseudo ? Alors le pseudo à la base c'est juste Gumo, qui vient du film Gumo, qui est le premier film d'Harmony Korine. Après, le surnom il est venu d'il y a très longtemps, c'est même pas du graffiti, c'est venu juste parce que j'ai un de mes potes qui m'a appelé comme ça un jour. Et le Ugly Kid, c'est tout bêtement quand j'ai commencé à faire plus d'expos de peinture, la galeriste avec laquelle je travaillais à New York à l'époque trouvait que Gumo tout seul ça faisait trop court. Ok. Et du coup elle voulait un truc un peu plus accrocheur, un peu plus tu vois, et je voulais pas utiliser mon prénom à l'époque pour mille et une raisons, voilà. et tout bêtement, je me suis rappelé d'un groupe de hard rock que j'écoutais quand j'étais au collège, qui s'appelait Ugly Kid Joe. Et la pochette, c'était une petite caricature de la Statue de la Liberté à New York. Ok. Et voilà, et du coup, je sais pas pourquoi, j'ai eu ce souvenir qui est revenu et je me suis dit à l'époque, Ugly Kid Gumo, ça peut être cool et tout, sauf que j'ai pas du tout réfléchi à ce que ça voulait dire Bah ouais, surtout profondément. Si tu bossais aux États-Unis et tout, c'est... Bah alors, c'est-à-dire que Kid, je savais, tu vois, mais Ugly, tu le prends toujours plus. C'est-à-dire qu'après, quand tu parles avec des Américains et qu'ils te disent pourquoi t'as utilisé un truc genre l'enfant moche ou un truc comme ça, alors que. Et du coup, bah, c'est là où tu prends un peu conscience des trucs. Et puis, en fait, c'est resté. Et avec les années, en fait, les gens m'ont rarement appelé comme ça. Ça, ils m'ont toujours appelé ou Gumo, ou Kid Gumo, ou tu vois, même les gens vraiment proches. C'est rare qu'on m'appelle d'un trait avec ce truc-là, sûrement parce que c'est trop long, en fait. Ou parce qu'on n'ose pas. Ou parce qu'on n'ose pas, ouais, peut-être, ouais. Mais il y a des gens qui m'ont appelé Ugly aussi. Et sur le coup, je me suis dit, ouais, est-ce qu'ils savent en vrai ce que ça veut dire ou pas ? Mais ça me touche pas. Et puis après, avec ces dernières années, je t'avoue que j'ai rechangé aussi pour mettre mon prénom et mon surnom derrière. Tout bêtement, parce que la plupart des gens, quand ils arrivent au studio, quand tu les rencontres, ce qui n'était pas le cas avant, quand j'étais plus jeune, où peut-être les surnoms étaient quelque chose de plus facile, tu vois, pour connaître les gens. Là, ils arrivent, ils savent pas... Ouais, et souvent, c'est le premier truc, c'est que les gens me disent « Ouais, est-ce que je dois t'appeler comme ça ? C'est quoi ton vrai prénom ?» machin. Et en fait, du coup, bah voilà, j'ai juste remis mon prénom devant parce que la vie fait que aussi, j'avais moins ce truc de pas vouloir que mon prénom apparaisse. Ouais, t'étais prêt à assumer ton identité civile. Ouais, voilà, on va le dire comme ça, ouais. Donc ton prénom c'est Nico ? C'est ça. Est-ce que tu veux bien me donner ton âge ? Ouais, j'ai 42 ans, bientôt 43. Très bien. 80. 80 ? 1980 stylé. pile. Ouais, c'est ce que je dis toujours. Moi, j'ai pas de problème avec l'âge, c'est pas... C'est étrange dans un milieu où aujourd'hui... tu travailles beaucoup avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes que toi. Ouais. Moi, quand j'ai commencé vraiment à faire que ça, Faustine, avec qui je travaillais au Philactère, elle avait, je crois qu'on avait 15 ans d'écart. Elle avait 23 ou 24 ans, je crois, quand elle a ouvert le shop. Donc ça m'a tout de suite placé en étant un peu, tu vois, genre, pas comme un papa, mais comme être, tu vois, toujours le plus vieux dans l'équipe, quasiment. Moi, c'est comme ça qu'on m'a introduit à toi. On m'a dit, ouais, tu verras, Gumo, c'est un papa, il est super cool et en fait, tout. j'ai travaillé 15 ans avec des jeunes Ouais. avant d'arrêter et de faire que du tatou, parce que le reste, j'en ai toujours fait à côté. Ça a été un choix de vie à un moment donné, parce que, on va pas se mentir, la peinture et l'art, c'est pas le truc qui te permet de vivre... Pas tout de suite, ouais. Pas tout de suite, et puis surtout encore moins dans notre époque où avec l'expansion des réseaux sociaux, il y a aujourd'hui... Puis c'est, sans rentrer dans ce sujet-là, mais même si ça n'a jamais été facile de vivre de son art, ça
pendant longtemps, ça a été considéré comme étant un truc très marginal. Moi, quand en toute franchise, quand j'étais enfant, ado, et que je disais non, moi, de toute façon, je sais rien faire d'autre et j'ai envie de faire que ça, j'ai toujours été un peu pas le vilain petit canard dans ma famille ou dans mon entourage, mais j'étais toujours le mec un peu original, tu vois, qui a pas envie de faire comme tout le monde. Mais c'était pas le cas. Aujourd'hui, t'as pas un graphiste. Enfin, tu vois, aujourd'hui, tu dis à tes parents, j'ai envie d'être graphiste, j'ai envie d'être peintre, j'ai envie d'être illustrateur, j'ai même envie de faire du graffiti, machin. Ça a un peu acquis cette étiquette de métier. C'est ça, genre exactement. Que ça n'avait pas avant. Donc voilà, mais après, pour en revenir à l'âge, ça n'a jamais été un problème. Après, ayant bossé longtemps avec des ados et tout ça, je pense que c'est pas une histoire de refuser l'âge qu'on a, parce que j'ai encore une fois pas de problème avec l'âge en lui-même. Mais voilà, et c'est un entre-deux, parce que finalement, moi, les tatoueurs qui m'ont influencé ou avec qui j'ai été en contact les premières fois étaient des gens qui étaient pour le coup beaucoup plus âgés que moi. Donc c'est pour ça que pour moi, ça a toujours été plus eux mes références. Oui. Même si après, j'ai évolué avec des gens plus jeunes qui m'ont influencé aussi, et voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression que c'est vraiment devenu un métier de gamin, pas au sens péjoratif, mais j'ai vraiment l'impression d'évoluer avec des gamins, quoi. J'ai l'impression d'entendre de plus en plus, sur la nouvelle génération de tatoueurs, des gens dont c'est le premier job. Ouais, alors qu'avant, tu as fait d'autres trucs, tu as exploré d'autres médiums ou même une toute autre carrière comme toi avant. Et après, tu es venu au tatou. Bah moi, les gens que j'ai rencontrés quand j'ai commencé à tatouer étaient majoritairement à 90% que des gens qui avaient eu des boulots avant, qui avaient bossé ou qui bossaient encore en parallèle. Ce que moi j'ai fait les premières années, je travaillais encore dans la structure d'accueil de jeunes dont je m'occupais. T'étais éduc-spé ? J'étais pas éduc, je suis officiellement fonctionnaire, mais non, je m'occupais d'une structure d'accueil de 12, 25, 26 ans. Ok. En fait, le tatouage, ça m'a permis d'arriver à vivre de l'art là où la peinture et le reste ne me permettaient pas de le faire. C'était c'était une très bonne soupape de survie par rapport à un job alimentaire. Mais voilà, les gens avec qui j'ai commencé étaient tous là-dedans, avec, pour être très franc, tous des boulots de merde. Ou des gens qui étaient déscolarisés ou qui s'étaient déscolarisés très jeunes, 14, 15, 16 ans. Et qui avaient fait des apprentissages et qui étaient déjà dans le tatou, mais parce que en fait, c'était le parcours un peu marginal du tatoueur, de faire des apprentissages dans des street shops, machin. Ouais. Donc c'est vrai que, comme tu dis, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très différent, parce que quand tu ne croises pas, pour en avoir côtoyé beaucoup ces dernières années, des jeunes qui sortent de boulot ou d'études juste de graphiste. Enfin, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de demandes d'apprentissage de gens qui me disaient qu'ils avaient même pas encore terminé leur formation en apprentissage, en illustration, en graphisme, etc. Ils sont pressés. Ils sont pressés, puis il faut être honnête, le tatouage, il y a encore 5-6 ans, même s'il avait déjà connu un premier boom, était encore quelque chose d'un peu marginal. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas être aigri de le dire, parce que c'est un constat, tout simplement. Pour moi, le tatouage, aujourd'hui, c'est le truc cool du moment. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde veut être tatoueur. C'est une promesse que tu peux avoir dans l'immédiat, le métier d'artiste. Ouais, il y a ça. Et puis après, encore une fois, ça va avec l'évolution du monde, avec l'évolution des mœurs, de la société. Je pense malheureusement, ou en tout cas je le constate malheureusement, très souvent, les raisons premières de faire du tatouage, en dehors du truc cool, sont des mauvaises raisons qui, à mon sens, premièrement l'argent, la fame et toutes ces choses-là. Et après, aujourd'hui, il y a des tatoueurs et des tatoueuses qui l'assument pleinement et qui te disent clairement, au bout d'1 an, 2 ans de tatouage, que de toute façon, leur objectif, c'est que de faire de la thune et d'être célèbre. Ouais. Et que, en fait, c'est un biais. C'est devenu un biais, je pense, pour une partie des tatoueurs. Je me permettrai pas de dire quel pourcentage, mais c'est devenu vraiment le moyen d'accéder à un truc supérieur. Je sais pas quoi, parce que pour moi, je vois pas ce qu'il y a de plus supérieur à avoir des gens qui viennent te confier, tu vois, une partie de leur peau, de leur corps, etc. Voilà, c'est un monde qui évolue, c'est un métier qui évolue, c'est un métier qui n'a plus la forme et le visage de quand moi j'ai commencé. C'est un métier qui, je pense, a encore un visage plus différent pour les gens qui étaient là avant nous. Et c'est encore un métier, je pense, qui aura un visage différent dans quelques années, si c'est pas avant, avec l'évolution des choses. Ça mute tellement vite. C'est ça. Toi, t'es tatoueur depuis combien de temps, exactement ? Ça va faire, si je te dis pas de bêtises, ça fait 10 ans cette année. Waouh. Exactement. Alors pas à temps plein, ça fait 7 ans et demi là maintenant que j'ai arrêté de bosser en parallèle et pour ne faire que ça.
Moi, le tatouage, c'est quelque chose, comme je te disais, ça fait partie des choses dans ma vie qui m'ont toujours fasciné. Je peux pas t'expliquer pourquoi, parce que tu sais, c'est comme, je sais pas, t'as envie d'être joueur de foot ou t'as envie d'être basketteur. J'ai jamais eu envie de faire un métier commun, mais c'est pas péjoratif quand je le dis, hein. Voilà, donc ça fait partie des choses comme je disais, comme la moto, comme le graffiti, comme toutes ces contre-cultures qui finalement, je pense, ont un côté romantique et excitant dans l'apparence et tout. Ça m'a toujours intéressé, historiquement parlant, toutes les cultures autour du tatouage, que ça soit les îles Pacifiques, l'Asie, le trad américain un peu moins. Et donc voilà, c'est toujours resté quelque chose comme ça. Après, moi, je suis d'une génération où les gens qui étaient tatoués ça avait très très souvent une connotation péjorative. Ouais. Donc on va pas se mentir, hein, c'est des gens qui avaient fait de la tôle, qui avaient fait l'armée, qui s'étaient piqués avec des aiguilles dans leur chambrée avec leurs potes, etc. C'était des souvenirs de ces époques-là. Et voilà, donc c'est pas quelque chose que j'ai envisagé faire, pour être très franc, jusqu'à être sorti de mes études, donc on va dire entre 23 et 25 ans. Bah pour les raisons que je viens de te dire, c'est-à-dire que déjà peu de gens se faisaient piquer, Ouais. et puis surtout je savais qu'il fallait passer par un apprentissage. Il y avait très peu de shops, donc pour moi ça me paraissait juste quelque chose d'impossible à réaliser. Donc je me suis jamais tourné plutôt vers ça pour toutes ces raisons-là. Après c'est toujours resté, je me faisais tatouer un petit peu parce que bah voilà, sans plus que ça. Et oui, et pour l'anecdote, effectivement, c'est ma première vraie expo solo à New York. Au vernissage, il y a une nana qui était là. Une expo de quoi ? Peinture, ouais, pardon. Et qui était là au vernissage, et puis qui est venue squatter avec nous à la soirée que la galeriste avait organisée après dans un club. Et puis pendant la soirée, elle m'a demandé, effectivement, tu vois, elle m'a dit, voilà, est-ce que tu tatoues tes dessins, machin. Et je lui ai dit, non, je fais pas de tatou. Enfin, elle m'a dit, ouais, franchement, prochaine fois que tu reviens, je suis grave chaude. J'ai des potes à Brooklyn qui ont un squat d'artistes et tout, il y en a qui tatouent, et si t'es motivé, genre tu reviens, et genre, je serais trop chaude que tu me fasses un. Et en fait, en rentrant, j'en ai parlé avec mon frère, j'en ai parlé avec mes amis proches et tout. Mais vraiment comme une anecdote, tu vois, en disant bah, la nana m'a parlé de ça, c'était drôle et tout. Et tous ils m'ont regardé genre mais fais-le en fait. Tu vois, genre fais-le, c'est une super idée. Et puis voilà, et puis l'idée a trotté. Pour être très franc, mon petit frère qui avait un rendez-vous avec le tatoueur à Paris là, qui nous piquait à l'époque, lui en a parlé, sans me le dire. En lui disant ouais Nico il voudrait faire, bref, et puis en fait moi j'y suis allé, et Christophe à l'époque venait de se séparer de l'ancien apprenti qu'il avait. Donc voilà, après il a été très cool parce qu'il m'a proposé gentiment, il m'a dit écoute, si tu veux, ce que je te propose c'est de venir quand t'as envie. Donc c'est pas un statut officiel d'apprenti, je vais pas t'apprendre comme j'aurais appris un apprenti à piquer, tu vas pas faire partie du salon, mais en gros j'avais cette liberté de me dire bah quand j'ai envie j'y vais. Et bah du coup j'y allais tous les matins. Tu as dédié tes matinées Ouais, le plus possible pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, j'y suis allé dès que j'avais la possibilité d'y aller. Donc j'ai fait tout et n'importe quoi, hein. C'est-à-dire j'ai regardé tout bêtement, ce qui est pour moi la base d'apprendre, mais j'ai regardé, je posais des questions, ils me disaient tiens regarde ci, regarde ça. Après moi j'étais tout content, hein. J'y allais, quand il y avait le téléphone qui sonnait, j'étais tout content de répondre au téléphone, d'aller chercher le matos au magasin quand il avait besoin et tout. Il m'a aidé à acheter une machine. Ouais. Enfin, il m'a même acheté la machine, parce qu'à l'époque, tu ne pouvais pas acheter du matériel de tatouage si tu n'étais pas tatoueur. Okay, d'accord. Donc c'était beaucoup plus compliqué, donc il m'a aidé à acheter la machine, il m'avait passé un peu de matos et tout. Mes amis, qui étaient super chauds, m'ont payé l'autre moitié de mon matériel. Ah, nice. Un transfo, c'était des pour que conneries tu et les tatoues après. Ah ouais, non, mais ça a été donnant-donnant. Enfin, je veux dire, moi, j'ai eu la chance, comme je dis toujours, hein, j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui m'a permis de ne pas passer par la case apprentissage officielle. Ouais. Sans ces gens-là, je dis pas que j'aurais pas trouvé l'argent d'une manière ou d'une autre, je dis pas que j'aurais pas pris. Après ça m'a pris du temps, hein, parce que entre le moment où Christophe m'a passé la machine et le moment où j'ai piqué, c'est presque passé un peu moins d'un an. Parce que en fait, j'osais pas, je me sentais pas légitime à piquer. Et puis bon, on va pas se mentir, hein, aujourd'hui, t'as des gamins de 18 ans qui se font des tatous en soirée parce que c'est drôle. Moi, j'ai vraiment cette appréhension de faire de la merde et puis de faire mal aux gens surtout, tu vois, de pas faire bien, etc. Il y a eu plein de moments qui ont rythmé ces 10 dernières années du tatouage où j'ai vécu des choses qui pour moi m'ont fait ressentir la légitimité d'être là où je suis aujourd'hui. C'est con parce qu'effectivement personne ne me l'a demandé, personne ne m'a imposé ça. Après pour moi c'est des validations
qui valent beaucoup plus que les likes, que les followers, que tout ça, tu vois. L'approbation des pairs plus exactement. que du... Ouais, ok. Pour moi, ça a été vraiment... Ça, pour moi, c'est important. Mais parce que je te dis, je pense que je viens d'une génération... Je vais faire un parallèle... c'est comme si quand tu faisais du rap. Ouais. Bah, quand tu faisais du rap et que tu étais validé par des mecs plus âgés que toi, et bah pour moi, tu avais ta place, tu rentrais dans ce petit cercle. Et pour moi, le tatouage, c'était un peu ça. Être validé par des gens comme ça m'a permis de me sentir légitime à ne pas avoir peut-être fait ce parcours un peu classique de l'apprenti, c'est vrai machin, que etc. pas le CV du tatoueur. C'est ça. Après, je te dis, moi, vraiment, j'ai eu cette chance d'avoir eu un entourage de proches qui m'ont fait toute confiance. Et puis surtout, j'ai eu cette chance après de rencontrer par le biais d'autres médiums des gens autour de moi qui m'ont introduit auprès d'autres personnes. Enfin, en fait, ça a été vraiment, tu vois, tout un enchaînement de bonnes choses qu'on fait que ça m'a permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui, sans passer par ça. T'étais déjà artiste, tu pratiquais sur d'autres médiums, donc t'avais pas... Enfin, il te fallait la légitimité à être tatoueur, mais t'étais déjà à l'aise dans ton statut d'artiste. Si tu faisais des expos et tout, c'est que... Bah, j'étais à l'aise sans être à l'aise, parce que après, encore une fois, comme je te dis, c'est une question de personnalité. Donc moi, j'ai jamais été à l'aise avec ce que je fais, pas en termes de contenu, mais avec ça, parce que je pense que t'as toujours ce doute. Donc j'étais pas forcément à l'aise avec ce statut et pas à l'aise avec celui du tatouage. C'est juste que je pratiquais la peinture depuis que je suis tout petit et que voilà, alors que le tatouage c'était pas le cas. Après, je vais être très franc, quand j'ai commencé à tatouer, c'était pas du tout dans l'idée d'en faire un métier. Ok. C'était vraiment, comme c'est le cas pour certains artistes aujourd'hui qui se mettent à faire du tatouage en parallèle de leur pratique artistique. Moi, je l'ai pris vraiment comme un truc, genre c'est un nouveau médium que j'explore. Et je me disais, voilà, en fait, c'est juste ça va me faire un support supplémentaire. Et puis, bon, en plus, c'est excitant. C'est la peau. C'est la peau, c'est sur les autres pour toujours. Tu sais, il y a beaucoup d'artistes tatoueurs qui viennent du graffiti. Ouais. Quand tu fais du graffiti, pour beaucoup de graffeurs, le train, c'est un peu le truc ultime parce que ça circule, etc., etc. La peau, c'est la même chose, en fait. C'est un support vivant qui se déplace. Donc aujourd'hui, quand t'as quelqu'un qui te dit « Ah, j'ai été en Grèce en vacances et on m'a arrêté dans la rue en me disant « Ah, c'est un tatouage de machin », c'est bien qu'on est là-dedans. L'art circule à travers le corps, etc. Donc ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Et du coup, voilà, c'est fait vraiment pour moi étape par étape jusqu'au moment où je te dis, bah, les tatoueurs que je fréquentais, les gens autour de moi me disaient « Mec, écoute, en fait, arrête, quoi ». Et puis voilà, puis en fait, sans la motivation de ces gens-là, je vais être honnête, je l'aurais pas fait. Je serais pas là aujourd'hui, je ferais du tatouage sûrement encore un peu, mais j'aurais pas fait ces 7 dernières années de tatouage quotidien et tout. Et puis j'ai eu, encore une fois, la chance de rencontrer Faustine et qu'elle me prenne avec elle au phylactère alors qu'elle venait d'ouvrir et qu'elle me fasse confiance et qu'elle ne m'oblige à rien. Elle m'a dit, tu fais ce que tu veux. Trop bien. Tu viens, tu fais ce que tu veux. Donc en fait, j'ai en plus eu la chance. Depuis le début, t'as joui d'une... Déjà, dans ton apprentissage, t'as eu une liberté folle. Voilà. Et après, dans le début de ta pratique, c'est beau. Et dans le début de ma pratique et dans mon art. Ouais. C'est-à-dire que, esthétiquement parlant, je n'ai jamais eu la contrainte de faire autre chose que ce que j'aime et que ce que j'ai envie de proposer aux gens. Trop bien. Et voilà, et je l'ai fait aussi, je dis, j'ai fait des signes de l'infini, j'ai fait, non pas trop, mais j'ai fait des petits trucs, des petites dates, des prénoms, des petits projets alimentaires et tout, sans que ça soit péjoratif pour moi, parce que j'ai toujours pris ça comme étant le moyen de m'améliorer techniquement. Mais du coup, aujourd'hui, tu te considères comme quoi ? Est-ce que quand tu te présentes, tu dis je suis tatoueur ou est-ce que tu dis je suis artiste ? Alors là, moi j'ai toujours considéré que j'étais artiste sans y mettre un statut, tu vois, un peu pompeux ou un peu particulier, dans le sens où t'as pas à te limiter, à te caractériser comme étant peintre, sculpteur, tatoueur, etc. Après, par rapport à la pratique du tatouage, c'est sûr et certain que si je veux être vraiment franc, je te dirais que je me considère comme un artiste tatoueur et pas comme un tatoueur. C'est pas une histoire de statut, mais je considère pas que je propose la même chose, parce que ce que moi je propose depuis le début, c'est des dessins personnels ou des créations que je fais à la demande des clients ou des gens, mais parce qu'ils viennent me voir par rapport à mon travail.
Voilà, quand tu vois, quand t'as un Scott Campbell qui te parle sur WhatsApp et qui te dit ouais, je kiffe ce que tu fais, si tu veux venir à LA, quand tu reviens à LA, viens. Si tu veux, on s'appelle de temps en temps, on se fait des WhatsApp pour discuter et tout. Moi, je l'ai toujours dit, Scott Campbell, c'est un des artistes, parce que moi, je l'ai connu en tant qu'artiste et pas en tant que tatoueur, qui m'a influencé et qui m'influence toujours. Un mec comme Mark Mahoney, quand il te suit depuis le tout début du moment où tu tatoues et qui te dit « je kiffe ton style », c'est pas « je kiffe ta technique », c'est « je kiffe ton style ». Comme quand je te parlais de trouver de la légitimité dans les choses, pour moi, c'est pas un problème de m'asseoir et de dire à quelqu'un « ils m'ont influencé ». Et bien sûr que dans mon travail, si tu compares les deux, il y a bien sûr des éléments. Moi, aujourd'hui, les trucs en fine line, grosse ligne, un peu dessin d'enfant et tout, c'est du Scott Campbell. Ouais. Différent dans l'esthétique, mais cette confrontation entre deux esthétiques différentes, une grossière, une très très détaillée, etc., c'est Scott Campbell. T'as pas peur de... Pourquoi j'aurais honte? Ah non, mais bien sûr. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est comme quand les gens me disent « Ouais, je veux pas que tu le prennes peut-être mal, mais on sent qu'il y a une influence Picasso dans ton travail. » À quel moment je vais mal le prendre, en fait? J'ai pas inventé le cubisme, tu vois. J'ai utilisé ça, cette technique, cette manière d'aborder une image dans le tatouage pour deux raisons. La première, c'est que personne n'en faisait. Et que les gens autour de moi dans le tatouage m'avaient dit « Trouve un truc que personne ne fait ». Donc j'ai cherché ça. Les gens ont tout de suite accroché. Et en plus, techniquement parlant, parce que ça reste du tatouage, c'est beaucoup plus facile, c'était beaucoup plus facile pour moi qui débutais de faire des lignes droites que de faire des courbes. Même si, tu vois, voilà, il y en a d'autres qui te diront que c'est plus facile, que c'est compliqué de faire une ligne droite. Mais pour moi, c'était plus simple. Donc, T'as réussi à trouver quelque chose inexploité, accessible à ton niveau. Voilà. En fait, je me suis posé, pour être très franc, j'ai regardé sur Insta, même si c'est pas Insta d'aujourd'hui, on est d'accord, mais j'ai regardé sur Insta. Et puis, en fait, en France, j'ai vu qu'il y avait un mec qui faisait du cubisme. Et pour le coup, il faisait du cubisme, mais en mode peinture. C'est-à-dire que vraiment, il te faisait des tableaux de braque, il faisait pas du tout ce que je faisais moi. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, tu vois, tente. Et en fait, ça m'a, comme je disais tout à l'heure, ça m'a stimulé parce que je me suis dit, peut-être je tiens un truc. Ça m'a stimulé artistiquement parce que ça m'a obligé à reprendre tout ce que je faisais en dessin, à le retransformer, à le réinterpréter, à le repenser de cette façon-là. Et puis ça m'a stimulé parce que ça m'a permis qu'en un an, des gens en France, dans la France entière et même en Europe, me disent ah ouais, c'est toi le mec qui fait des trucs comme ci, comme ça. Ouais, t'as une patte qu'on reconnaît, quoi. Voilà, même si je te dis, force est de constater que avec les années, il y a toujours des choses que tu retrouves chez plein de gens. Mais après, tu découvres le taf des gens, tu les suis, et puis tu te rends compte que oui, ils font du cubisme, mais en même temps, le cubisme n'appartient à personne, et c'est qu'une esthétique, et puis tu peux l'interpréter de 1001 façons, et puis en fait, tu te stimules. Moi, quand je parle notamment de ces deux personnes-là, c'est Caleb Kilby, qui est à Londres, qui travaille chez Old Habits, et Peter Orich, qui est un Allemand qui a son studio, il me semble, à Berlin. Et les deux, Caleb était dans quelque chose de très 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 épuré, vraiment que de la ligne, presque pas d'ombrage, très 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 léger. Et Peter Orich était lui dans un truc hyper chargé, des énormes pièces, avec énormément de texture, même de la couleur, etc. Ils sont entre guillemets, comme on aurait dit il y a un siècle, qui sont un peu de la même école. Ouais. En peinture, tu disais pas, ouais, t'as le même style qu'un tel. Tu disais, t'es un peu de l'école, tu vois, dans le graffiti, par exemple, on va te dire, t'étais un peu de l'école new-yorkaise, ou t'es un peu de l'école allemande. Pour moi, c'était ça. Dans ma tête, je me disais, ah cool, enfin, il y a des mecs qui font des trucs, et ça va me stimuler, en voyant aussi leur travail, à enrichir le mien, et puis à vouloir faire mieux, parce que tu vois, quand t'es un peu dans ce délire-là, tu te dis toujours, je veux pas faire mieux pour être le meilleur, je veux faire mieux parce qu'à un moment donné, je veux que eux aussi se disent, oh putain, lui, c'est bien ce qu'il fait, il faut que... Tu vois. Et j'ai toujours accepté ces 10 dernières années d'avoir un travail qui ne plaît pas à tout le monde. J'ai toujours eu ce truc en moi d'être sûr et certain que de toute façon, mon style n'est pas un style qui plaira au plus grand nombre. Tu préfères rester fidèle à toi-même? En fait, je préfère faire ce que j'aime. Ouais. Tu peux pas plaire à tout le monde, et c'est pas l'idée, mais dis-toi qu'en fait, tu plais aux gens... Enfin, ça plaît aux gens qui aiment ça. Et le plus important, c'est ça. C'est que les gens qui aiment, ils sont contents d'avoir ça, et c'est le plus important. Avoir le plus grand nombre, c'est pas... C'est pas ton goal. Non. C'est louable. Du coup, on va rester vraiment dans le tatou. Est-ce que tu pourrais me décrire ton style de tatou en 3 mots?
Esthétique, Mhm. déstructuré, poétique. C'est validé. Impec. Enfin, je suis qui? Je suis personne pour Non, valider, non, mais c'est très bien. Non, mais- c'est toi qui fais l'interview, donc c'est. Bah, petite question technique, du coup. Hmm. Quelle machine, en ce moment, tu utilises? J'utilise 2 machines. Essentiellement, j'utilise la Avengers 2 de Vlad Blad, Ok. qui est une machine un peu hybride et qui a la chance d'avoir 5 réglages de force de frappe sur une seule machine. Donc c'est-à-dire que tu vas je crois, 2,8 à 5 et quelques. C'est une bobine? Alors c'est pas une bobine, c'est une machine hybride en fait. J'avais jamais... Et en fait, l'avantage qu'elle a, c'est qu'en fait, elle fait 5 machines en une seule. Là, l'avantage de cette machine, c'est que vraiment, tu peux faire le truc le plus doux du monde, comme tu peux faire le truc le plus brutal de la planète. Waouh! Donc j'utilise ça, et j'utilise un pen en parallèle, et de temps en temps, mais alors c'est vraiment pour des histoires de confort, j'utilise certaines de mes machines à bobine traditionnelles, notamment mes Dan Cubine. Après, force est de constater que plus les années passent, plus quand tu les utilises une journée entière, t'as plus de main le soir. Ouais. Pour être très franc, après 10 ans de tatou, t'as quand même un petit peu mal aux mains, t'as Oui. un peu mal aux poignets, t'as un peu mal au dos. Et encore Donc- parfois, à certains, ça va plus vite. Hein. Donc, Moi, tu vois, par exemple, j'ai squeezé très très tôt dans ma pratique la pédale. Ouais. Parce que je me suis rendu compte que je me déboîtais les hanches et le dos à force de garder toujours un pied en extension pour. Et voilà, après je trouve que la technologie des pens, elle a quand même très bien évolué. Pour en revenir, tu vois, à la nouvelle génération, aux apprentissages, etc., je sais que beaucoup de gens disent qu'il faut apprendre à tatouer avec une machine un peu traditionnelle avant de passer à un pen pour pas prendre des mauvaises habitudes dès le départ. Je pense que c'est un conseil à viser. Ouais, moi, je fais toujours le parallèle avec la conduite. Tu sais, t'apprends à conduire en manuel et puis après, Ouais, ça te permettra c'est- de conduire une C'est automatique. exactement ça, Alors que t'as si raison. t'apprends à conduire en auto, Tu sauras pas. tu sauras pas Voilà. la manuelle. Et puis en fait, par rapport au tatou, l'avantage des machines traditionnelles, c'est que la lourdeur de l'objet fait que du coup t'es pas lourd dans ton geste. Alors qu'avec le pen, souvent c'est là où tu vois des jeunes tatoueurs qui éclatent la peau, ils vont beaucoup trop profond, parce que la machine étant très légère, et avec une force de frappe qui est relativement douce, Mhm. en fait t'as tendance à te dire qu'il faut que t'appuies bien fort pour que ça pénètre bien. Et malheureusement, c'est là où Donc je trouve qu'effectivement ça fait sens que tu puisses partir de quelque chose de traditionnel, comme tu fais le parallèle avec partir d'une conduite sur une boîte manuelle. Mhm. Et puis effectivement, moi c'est ce que j'ai fait, hein, genre très, très sincèrement, j'ai appris avec du trad et je suis passé petit à petit à de la bobine, à de la rotative, puis après à du pen pour gagner en souplesse au niveau des mains, en poids, etc. Mhm. Après, on rentre aussi, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger dans cette réflexion, dans cette époque de prise de conscience d'écologie, de planète, de consommables jetables, etc. Ouais. Ce qui est très cool avec les cartouches, sur les nouvelles machines, c'est que en fait on a gagné en poids, on a gagné en enveloppe, puisqu'on n'a plus besoin de 2 trucs, une aiguille, un manchon qui se rentre, etc., etc. Tu gagnes en place, en sécurité, et puis en termes de degrés de caoutchouc et de plastique, c'est ridicule. Ouais. Donc voilà, après moi je trouve ça très bien, l'évolution dans l'outil aujourd'hui, de proposer des choses qui sont recyclables, etc. Pourquoi T'es ne pas le sensible faire? à ça, toi, dans ton travail? Je suis sensible, mais j'étais sensible avant de faire du tatou, en fait. Mhm. Genre, pourquoi te priver de gagner en consommation sur quelque chose? Ouais. Le plastique des cartouches, on peut pas l'enlever, Non, sauf si non, demain non, quelqu'un non. arrive à trouver un matériau révolutionnaire qui se recycle plus facilement que le plastique. Mais la partie aiguille qui nous sert, on peut pas la recycler. Si on peut avoir des outils et du matériel qui permet à nos clients d'être en bonne santé, de préserver leur peau, des choses qui tiennent dans le temps, parce qu'on fait quand même un métier où les choses doivent tenir dans les années, etc. Donc si on peut faire des choses comme ça, pourquoi se priver de ça? Tu te vois où dans 10 ans, Gumo? Putain, ça c'est la question que je redoutais que tu me poses. On peut la squeezer, y a pas de... Non, Aucune parce que c'est obligation. pareil, c'est du déni, tu vois. On en parlait à l'instant. Non, mais la période est compliquée pour tout le monde, je Mhm. pense, hein, pas que pour moi. Dans un sens, j'ai envie de te dire, je me vois à peut-être faire
un retour sur ce podcast avec toi en voyant les 10 prochaines années de tatouage, de création et autres. Je me vois où dans 10 ans? Plus en France, très sincèrement, pour plein de raisons et professionnelles et personnelles. Je pense non pas avoir fait le tour, mais je pense qu'on est limité intellectuellement et dans notre pratique. On va pas faire de politique ou quoi que ce soit, c'est pas le sujet, mais c'est fatigant, c'est usant d'avoir une activité comme la nôtre et de te rendre compte à quel point tu t'es taxé, tu payes, etc. Pour rien avoir en contrepartie. T'es tatoueur, tu te pètes la main, t'as 6 mois d'arrêt, tes indemnités elles sont tellement ridicules que en fait, tu vas chercher un autre travail parce que quand tu reviens... Donc, alors que c'est un risque réel. C'est un risque réel. Alors après, quoi. On pourra toujours me dire t'as qu'à prendre une assurance pour tes mains, etc. Certes, mais faut-il avoir les moyens de se prendre une bonne assurance? Sûr. Mais voilà, c'est très usant, c'est un sujet de discussion qui revient depuis quelques mois très fréquemment dans des conversations avec d'autres collègues, etc. Bien évidemment qu'il n'y a pas ce déni de se dire que tout est mieux ailleurs, c'est pas le cas. Tu targetes un pays en particulier? Moi, je vais être très sincère avec toi. Ça fait 2 ans que je réfléchissais à voir pour monter un dossier et faire une demande de visa, le visa artiste pour aller peut-être travailler une partie du temps ou à temps plein aux États-Unis. Pour y avoir été 2 fois là en 2022, j'ai vu aussi comment les choses ont évolué entre le printemps et l'automne. Et ça ne m'a pas donné envie de me dire que j'avais envie de me mettre dans ce process et de dépenser autant d'argent pour un visa, pour aller dans un pays qui finalement est autant impacté que le nôtre. Est-ce que finalement, ailleurs, tu vas trouver ce que tu ne trouves peut-être plus ici? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand tu parles avec des gens dans le monde entier, on est tous dans la même situation. Donc je pense que c'est une période à passer, à voir à la fin. Peut-être là où le métier sera le mieux reconnu et le mieux... Peut-être ou peut-être pas, parce qu'en fait, finalement, l'idée, c'est est-ce que j'ai envie de faire du tatouage encore dans 10 ans? C'est peut-être ça la question. Sur la forme, je te dirais oui, parce que j'adore ça, vraiment. C'est bien évidemment je serai pas hypocrite que l'aspect financier te motive, parce que ça te permet de bien gagner ta vie, mais tu la gagnes bien parce que tu travailles. Par contre, c'est vrai que moi, ma première vraie motivation, c'est de tatouer. C'est d'en faire le plus possible, de rencontrer le plus de gens possible, d'avoir le plus de gens qui... Donc, c'est pas une histoire de chiffres, c'est vraiment d'en faire... Voilà, d'avoir... C'est ça qui est dur aujourd'hui, peut-être aussi avec cette baisse un peu de demande auquel on est tous confrontés. C'est que moi, je le vis pas comme un truc genre, j'ai plus assez pour vivre. Je le vis vraiment comme, j'ai plus cette opportunité de faire autant que ce que j'ai pu faire. Peut-être que ça reviendra, peut-être que ça sera accepté qu'on a vécu cette belle période et qu'elle sera derrière nous et que ça sera une autre qui va s'ouvrir. Mais voilà, j'ai pas, j'ai pas de goal caché derrière le tatouage. Moi, mon kiff, c'est de créer. Après, voilà, peut-être que je te dis, je sais pas, peut-être dans 10 ans, j'élèverai des chiens, je sais pas, à la montagne. Ouais, des fois, on en rigole avec des collègues, c'est ce qu'on se dit. On se dit, peut-être en fait, on va aller faire un élevage d'animaux au fin fond de la montagne. C'est marrant, il y a un côté vachement plus sain d'imaginer quelqu'un tout seul avec plein de chiens que d'imaginer quelqu'un tout seul avec plein de chats. Tu sais, il y a cette image de la vieille, avec tous les ces chats. Alors que tu vois, il y a un truc un peu bucolique là de t'imaginer avec plein de chiens à la montagne. Après, je pense parce que historiquement parlant et culturellement parlant, le chat, il y a un truc aussi dedans un peu mystique que t'as pas avec le chien. Le chien, c'est vraiment l'animal de compagnie, quoi. C'est vraiment quand quelqu'un est seul, tu te dis toujours pourquoi tu prends pas un chien? Tu peux prendre un chat parce que c'est moins de contraintes dans l'immédiat. Mais moi, je sais pas, le chat, c'est un truc, je trouve, tu sais, dans toute la mythologie, tout ça, c'est toujours un animal un peu, tu sais, genre mi-noir, mi-blanc, quoi, tu vois. À titre personnel, au risque de perdre des auditeurs, je hais les chats. Voilà. Donc je suis grave chaude que t'élèves des chiens. Ou même des alpagas, des lamas, des... Non, mais je sais pas. Après, j'aime bien les sandwichs aussi, donc peut-être faire un truc, tu vois, j'aime bien le vin aussi, tu vois, pourquoi pas, je sais pas, franchement, j'ai... Tu fermes aucune porte? Non. Tu te laisses porter par... je pense qu'en fait, si t'as un objectif trop défini, moi j'ai peur d'être tout le temps déçu. Donc il y a plein de choses que je fais pas, parce que je me dis que j'ai pas toutes les cartes en main pour que ça se concrétise. Donc j'ai tendance à ne peut-être vivre qu'à 50%
pour ne pas être trop déçu, mais ça, encore une fois, ça fait partie de la vie. Et c'est Dans ta vie perso aussi? Tout dans ma vie. Ok, Tout dans ma vie, comme ça. Pédiluve, t'es en mode non, mais tu vois, c'est ce qui a fait que j'ai mis du temps à aller, par exemple, tu vois, guester à l'étranger. C'est ce qui fait que quand j'ai eu des opportunités d'aller peut-être m'installer à l'étranger pour le travail, que ce soit la peinture ou le tatou, je ne les ai pas saisis en me cachant derrière des mauvaises raisons, notamment des raisons personnelles. Et voilà, et j'ai pas de regrets parce que j'ai pas envie de le vivre comme tel, mais par contre, j'en ai conscience. C'est-à-dire que bien. Je sais que, voilà, et c'est pour ça que même dans mes projets futurs, je prends pas les choses au jour le jour, mais je me dis, voilà, j'aime ce que je fais, j'ai envie de continuer à explorer ça, j'ai envie de continuer à développer ces choses-là, j'ai envie de garder la possibilité d'aller plus loin dans tout ça, mais si à un moment donné, peut-être je saisis une autre opportunité, ou que j'ai quelque chose qui finalement te rend plus heureux, et il faut être honnête, le tatouage t'apporte beaucoup, mais te prend beaucoup aussi. Je trouve qu'après, c'est un moment de ta vie où tu dois faire ce choix entre toi et entre ce qui te fait du bien et ce qui te permet d'être dans un cadre bien. Là, je vais faire aucune transition. Ouais. Sans transition. Sans je peux pas rebondir là-dessus. Moi, je te laisse clôturer ça. Je suis 100% d'accord avec toi. Sans équivoque. Sans transition aucune. Ouais. Nico. Reco culturel. On arrive sur la fin, j'ai 2 questions clés. Ah ouais, vas-y. La première, c'est qu'est-ce que t'écoutes en ce moment? Qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Alors, qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que tu consommes culturellement en ce moment? Même si consommer alors, si je vais te dire le dernier artiste que j'écoute vraiment beaucoup en ce moment, Dinos, le rappeur français. Ce que je lis en ce moment, Hunter Thompson. Ok. Et qu'est-ce que je regarde en ce moment? Sans mentir. Hein. Non, sans mentir. Écoute, jusqu'à la semaine dernière, j'ai consommé ces dernières semaines beaucoup de séries et films coréens. Ok. Et en parallèle de ça, pour être très franc, je me suis remis dans beaucoup de séries de ma génération. The Wire, des choses comme ça, tu vois. Donc ça, c'est ce que je regarde. J'ai pas été au cinéma depuis une éternité. Là, je sais que je voulais aller voir Tirailleurs. Musée, j'en ai pas fait depuis une éternité, mais parce que je ne prends pas le temps. La dernière fois où j'ai foutu les pieds dans un musée, c'était il y a un peu moins d'un mois, et c'était au Louvre. Et parce que j'ai une de mes meilleures amies qui y travaille, et en fait, je suis rentré dans le Louvre par en dessous, par les couloirs du personnel. Donc j'ai vu les entrailles un peu du Louvre. Wow. J'étais un peu content, tu vois, mais voilà, du coup, j'ai foutu les pieds dans un musée, mais sans voir une seule œuvre d'art. Non, mais c'est stylé. Ouais, c'est cool aussi, ouais. C'était un bon moment. Et puis t'as regardé quoi comme film, série coréenne? Alors, j'ai regardé le truc que vous avez tous sûrement vu et que moi, je regarde 6 mois après, qui s'aelle Squid Game. Oh Lord. Squid Game. Voilà. J'avais regardé le premier épisode, puis je t'avoue que ce truc de 1, 2, 3 soleils... En fait, le cinéma coréen, pour en avoir parlé avec la personne qui m'a un peu mis là-dedans ces derniers temps, c'est une fascination permanente pour l'ultra-violence, Et donc, en fait, je t'avoue que c'est un cinéma que je regarde peu, parce que, étant très sensible, ça me met plus mal qu'autre chose. Tu sais, en fait, ça m'a rappelé comment il s'appelait ce film. Alors, je crois que c'est pas coréen, je crois qu'il est japonais. Battle Royale, voilà, que j'avais vu au cinéma à l'époque. Et j'étais là, je me suis dit, mais en fait, quel est le concept du film? Après, quand tu connais un peu cette culture-là et que tu t'y intéresses à la culture de coréenne, japonaise et tout, il y a des explications et il y a des raisons à toutes ces choses-là. Voilà. Là, après, les autres, j'ai pas forcément de titres en tête parce que c'est vraiment la personne à qui je les ai regardés qui elle, est une grande fan de tout ça et qui m'a permis de le partager avec elle et tout. Mais ouais, c'est cool quoi quand des gens peuvent même en lecture, tu vois, quand des gens peuvent te faire partager et là c'est vrai que ces derniers mois c'était un truc très cool, tu vois, de partager ce cinéma là, même de la bouffe ou des choses. Leur musique aussi cool, mais là je voulais aller en Corée justement. J'y vais en avril. Je voulais y aller là et je regardais et putain, ça a pris une augmentation. Et le Japon, j'ai vu que c'était fermé pour le moment au tourisme individuel. Il faut que ça soit que organisé, d'après ce que j'ai vu là sur des sites de mon frère, il part y habiter là en avril. En fait, on part en même temps. Il part en Corée avec moi, il passe 3 jours avec moi, après il jump et il va vivre au Japon.
Mais lui, ouais, c'est ouais. un visa particulier, du coup. Ouais, bah s'il va bosser, ouais. Ouais. Mais ouais, non, je voulais aller en Corée, là. C'est vraiment un voyage que je veux faire. Moi, j'apprends le coréen. C'est vrai? Ouais. J'en mets. Depuis plusieurs mois, là. C'est et cool, je ça. pars en avril. Ouais. Tu vas J'essaye combien de Du coup, je réagis pas trop depuis tout à l'heure. Tu parles de la Corée. Je veux pas m'épancher dessus. Parce Ah que non, mais c'est... moi, je suis en plein dedans. Vraiment. Bah, je pars 2 semaines. C'est juste Ouais. en vacances avec mon chéri. Mais ouais, moi, je suis en plein dedans. Je bouffe que ça. Je regarde que ça. J'écoute que ça. Je parle. Bah, c'est... Voilà. Je te dis, moi, vraiment, c'est... Cette personne qui m'a fait partager ça ces derniers mois, c'est vraiment un truc qui m'a fasciné, parce qu'elle est, comme tu dis, tu vois, elle ne regarde que ça, elle mange essentiellement ça, et du coup, je te dis, moi, même avec d'autres parallèles, c'est qu'on pourrait refaire par rapport au tatouage, etc. Je trouve que quand t'es avec des gens qui sont passionnés et du coup qui en deviennent passionnants, ça te donne envie de découvrir les choses. Ok, last one. Si t'es ouvert à en parler, parce que je sais ouais, que bien ça sûr. peut être perso pour certaines personnes. Donc je sais que t'es tatoué. Ouais. Et je m'interroge vachement sur pourquoi les gens se tatouent. À titre personnel, ça me fascine. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi tu te tatoues? Est-ce que t'as un but? Comment t'abordes le fait d'être tatoué? Enfin, il y a 1 million de questions sous la même question. Alors, on est d'accord, la question, elle est à titre personnel. À titre Ouais, personnel, toi, en tant que personne tatouée, qu'est-ce qui te pousse à te tatouer? Ouais. Qu'est-ce qui te... Bah, pourquoi je me suis tatoué, comme je te disais, je pense que au tout début, vraiment, si je reprends le tout début, c'est la fascination pour cette culture un peu marginale, underground, le truc. Je te dis, moi, j'ai grandi avec ces images de marins qui avaient des hirondelles, Alors, le vrai premier contact du tatouage que j'ai eu, c'est que mon père, quand j'étais petit, m'a fait voir, et j'étais vraiment petit, le film Papillon, avec Steve McQueen, où il a ce fameux papillon sur le torse. Et ça a toujours été pour moi ce truc, je me disais, genre, ouais, la fascination, genre, je sais pas pourquoi, cette image, genre un mec avec un papillon sur le torse, et je trouvais ça tellement viril, tellement badass, tellement tout ce que tu veux. Ma mère pourrait être là, elle pourrait te dire que même adolescent, et genre adolescent plus, je me faisais des dessins sur les bras, sur les mains, tout le temps. Donc je pense que c'est vraiment un truc de fascination par rapport à tout ça. Sûrement une envie, d'une certaine façon, d'appartenir à une espèce de marge, je sais pas si on peut dire comme ça. Après, il y a eu ce moment où tu commences à te faire un peu plus tatouer, où je pense que j'ai fait ce qui amène beaucoup de gens à faire leur premier tatouage. J'ai fait beaucoup de tatouages derrière lesquels je mettais du sens. Des gens que tu perds, des gens que tu as aimés, des gens, des situations, des moments de ta vie que tu as envie de marquer par un symbole, par un mot, par des dates, par des machins, par des trucs. C'est un truc qui m'est passé relativement vite. Pas parce que je trouvais ça ridicule, mais déjà parce qu'en fait j'ai fait beaucoup de tatouages que je vais pas dire que je regrette, parce que c'est pas un regret, mais j'ai fait beaucoup de tatouages que je dis aux gens de ne surtout jamais faire aujourd'hui. Donc je suis pas le meilleur exemple pour ça. Par exemple, si tu as le nom de ta copine. Exactement, et puis pas qu'une. Donc, non, mais tu sais, je suis franc, hein, j'en parlais avec mes copines à New York, je sais plus si c'était c'était en avril, on parlait de ça, et je lui disais, ouais, c'est romantique, mais bon, en vrai, après, quand t'es obligé de les barrer, les effacer, les machins, les Nico, trucs... qu'est-ce que t'as fait? Ouais, mais j'ai 43 ans, tu vois ce que je veux dire. Non, alors, c'est pas une histoire d'âge, ce que je veux dire, c'est que fatalement, quelqu'un de 20 ans aujourd'hui, il va réagir comme ça, parce que tu sais que c'est complètement con de faire ça. Et c'était très con de le faire il y a 20 ans pareil, hein, c'est pas la question. Mais t'avais pas le recul. Non, puis je le fais toujours en plus, c'est pas. Si on l'aura pas compris, Nico est un romantique. Non, mais genre, on change pas. Enfin, tu changes pas qui t'es, ce que tu fais et pourquoi. Donc, ça a peut-être été la deuxième chose sur laquelle j'ai été. Et après, j'ai été plus à creuser et à faire des choses, des pièces qui me plaisaient artistiquement parlant. Ça a été après cette partie-là, et de là, j'ai commencé à tatouer aussi, et du coup est venu beaucoup plus ce truc de me faire après des pièces uniquement par des gens que j'ai rencontrés, dont j'aime le travail,
Voilà. Au fil des rencontres. C'est ça, dans c'est-à-dire ton que taf, je te dirais presque même que je me suis fait faire des pièces ces dernières années par des gens que j'apprécie en tant que tatoueur, en tant que personne, avant même en tant que tatoueur ou en tant qu'artiste, dont je suis pas forcément ultra fan esthétiquement parlant. J'aime ce qu'ils font, mais Ouais. je me dis pas, ouais, je voulais absolument avoir une pièce 2 sur le corps. Je veux avoir une pièce 2 parce que c'est des gens que j'apprécie humainement et artistiquement aussi. Mais c'est vrai que comme en plus, du coup, j'ai pas des compos sur le corps, tu vois, j'ai pas de grosses pièces composées et tout ça. J'ai plein de petits trucs. Donc pour le coup, ça rejoint finalement la deuxième étape de marquer des moments de sa vie, des rencontres, etc. Et ça, encore une fois, est-ce que c'est peut-être pas la meilleure chose ? Parce que tout le reste, pour moi, tu peux le regretter. Tout ce que tu as fait par rapport à une situation, un événement, etc., une personne, tu peux le regretter. Ouais. Alors que quand tu as choisi un dessin, parce tu sais pas forcément l'expliquer pourquoi, il t'a juste plu. En fait, un coup de cœur, ça se regrettera jamais. Tu pourras pas te dire... Ouais, tu peux regretter après peut-être de l'avoir fait trop petit, trop grand, pas au bon endroit, de peut-être avoir été mal conseillé par le tatoueur ou la tatoueuse. Mais tu pourras pas, pour moi, te dire putain, j'étais con quand j'avais 20 ans, j'ai fait ça. Genre, en fait, c'est. Pas de regret. Non. On essaye. Ouais, non, mais c'est pas. Ah, moi, j'ai des grosses merdes. Hein. Moi aussi, mais je les aime bizarrement. Enfin, j'ai une attache à mes tatous pourris. Enfin. Ouais. Mais on les a choisis d'une façon ou d'une autre. Et puis, ils marquent un moment de ta vie. C'est une leçon, voilà. Ouais, et puis il faut aussi. Aujourd'hui, on est tellement dans ce truc de surface dont tu parlais tout à l'heure que le tatouage est devenu un accessoire de mode comme tout le reste, et qu'aujourd'hui, on le voit bien, on a des clients qui viennent et qui se font full tatouer en 1 an, 2 ans, ils sont remplis. Et tu le vois, je te dis, sur des gamins qui ont, encore une fois, je suis désolé, qui ont 18, 20 ans, et qui sont blindés de tatous, tu vois. Après, encore une fois, c'est pas un jugement. Non, bien sûr. Je ne juge pas. Juste, c'est un constat, et après, voilà, c'est juste, après, est-ce qu'on n'est pas en droit de se poser des questions, aussi en tant que professionnel, de est-ce que, tu vois, c'est une bonne chose de faire ça, est-ce que... Ouais, moi j'ai un ami proche qui est plus jeune que moi, et qui, genre, peu d'années qu'on se fréquente, il fait énormément de tatous, en plus des grosses pièces et tout, et il est assez jeune, et moi j'étais tout le temps un peu en train de lui dire, essaye de te rationner, enfin, je la comprends cette envie, moi aussi je m'en ferais tous les jours, tu vois, mais d'essayer de voir plus loin, je lui dis toujours, mais à 30 ans t'as plus de place. Bah voilà, c'est ce que j'allais te dire, c'est que moi je me souviens avec mes potes tatoueurs, quand j'ai commencé, c'était tout le temps ça, on se faisait, alors moins que les autres, parce que je t'avoue que la douleur c'est pas un truc que je kiffe. Ah, moi je me rationne. Et voilà, tu vois, mais la réflexion qu'on avait, elle était tout le temps la même, c'est que putain, calmons-nous, parce que ça fait que 1 ou 2 ans qu'on fait que ça, qu'on rencontre plein de guests et tout, et en fait à ce rythme-là, dans 1 an ou 2, on n'a plus du tout de place pour faire, peut-être dans le futur, avec des gens qu'on aura la chance de enfin croiser, peut-être des gens qu'on rencontrera, qu'on connaissait pas, la possibilité de se faire un truc. Et voilà, et je préfère prendre les choses comme ça aujourd'hui en me disant, garde, tu vois, mieux vaut finir avec un trou ou deux que de vouloir tout remplir. Et effectivement, d'un jour d'avoir, comme tu disais, une belle rencontre humaine et te dire, j'ai pas la possibilité de... Parce qu'après, le truc des blasts à repasser dessus, machin, c'est marrant 2 secondes, mais après, esthétiquement parlant, on va pas se mentir. Bah non, après, c'est pas le truc le plus sexy non plus. Parce qu'il y a ce truc aussi, moi je me dis souvent... parce que c'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de tatouages d'un coup quand j'ai commencé, parce que entre guillemets j'avais du temps à rattraper des années avant où je pouvais pas me faire tatouer, ou parce que je me suis fait beaucoup tatouer des références culturelles qui m'ont fait grandir, etc. Mais me laisser de la place pour plus tard, c'est aussi me laisser l'occasion d'être touchée par autre chose plus tard. Bien sûr. Ou par d'autres gens, du coup, comme on en parle, tu vois. Et mon pote, je lui dis ça, je lui dis ouais, là tu te fais tatouer tous les trucs qui t'ont vu grandir, que tu kiffes et tout, mais il y a encore des choses à découvrir, il y a encore plein de trucs qui vont te construire plus tard, et ce serait dommage de... Bah, tout dépend, là, encore une fois, la motivation réelle qu'il y a derrière ce besoin intensif de te faire tatouer. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont ce besoin parce qu'ils te le disent, la sensation, la douleur, pour employer le terme souvent qu'on emploie,
leur procure un plaisir, et c'est une espèce de, tu sais, c'est un manque, quoi. C'est un peu comme une Moi, je me fais tatouer vendredi, c'est purement parce que j'ai besoin qu'on me fasse mal. Ouais, non mais c'est vrai, mais moi il y a des Là, gens. j'ai besoin de Non mais il ressentir y a un truc, vraiment non mais je ouais. vais être franc avec toi, il y a des gens Ouais. qui te le disent les yeux dans les yeux, qui te disent ça m'avait manqué d'avoir mal. Après, comme tu le dis, tu peux être dans un moment de ta vie où tu as besoin de ça, Ouais. parce que ça te permet d'oublier autre chose. Moi je t'avoue que même dans ces moments-là, et Dieu sait qu'il y en a, franchement c'est pas un kiff. Non, ok. Mais il y a pas de tatouage sans souffrance. Je mets des guillemets, tu vois, ce que je dis tous les jours aux gens. Il faut relativiser, c'est pas agréable, machin. Après, de là à se dire que ça te torture, oui, il y a des endroits, oui, il y a des sessions, oui, il y a des types de tatous, des types de techniques qui sont beaucoup plus brutales et qui font beaucoup plus mal. Moi, j'ai vu des gens se faire des aplats de noir. Je veux pas dire qu'ils n'ont pas eu mal, mais les gens étaient relativement sereins. Et j'en ai vu d'autres où tu te dis, quand tu vois où ils en sont physiquement parlant, émotionnellement parlant, et tu vois le peu de surface qui a déjà été rempli, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est des gens, ils vont faire un AVC avant la... Mais vraiment, enfin, je veux dire, de toute façon, ce truc des aplats noirs, genre, tous les gens qui en ont eu te le disent. Derrière, c'est mon pote là, il a eu œdème, inflammation, c'est voilà. Et à côté de ça, tu vois, moi j'ai fait le dos de sa femme en novembre, on avait commencé son dos, et ben ça a été, mais quand je te dis, elle pleurait. Oh. Mais vraiment. Et alors que pourtant, vraiment, comme elle le disait, elle a fait des trucs beaucoup plus bourrins sur son corps avec d'autres tatoueurs. Mais tu sais pourquoi ? Bah, elle était en période de règles. C'est ça, j'allais dire, il y a aussi la des fatigue, périodes... etc. Et d'un jour à l'autre, le même tatou, tu vas pas du tout le vivre de la même façon. Et c'est ça qu'il faut beaucoup, quand on parlait d'éducation aussi avec les gens, c'est ça. Les gens aiment beaucoup ce truc de « Ah ouais, tu vas te faire tatouer. Ah non, mais attends, laisse tomber, tu vas en chier, tu vas voir, ça fait trop mal. » Ouais, mais c'est comme tout en fait. Déjà, les gens ils te disent ça parce que c'est leur propre ressenti. Ah, moi, tu m'entendras jamais. Il y a le côté ça. un peu drama du truc de dire à tes potes, tu sais, pour les faire un peu flipper, machin, etc. Moi, ce que je dis aux gens, moi, je vais, encore une fois, hein, c'est pas parce qu'on est en train d'enregistrer que je te le dis. Toutes les semaines, j'ai des gens qui s'endorment pendant les tatous. Mais bien Toutes sûr. les semaines. Après, je te dis pas, si je te fais des grosses lignes à la 14 ouvertes sur les côtes, il y a moyen que tu le sentes passer. Mais il y a tellement de paramètres entre... C'est ça. On en parlait, genre t'es dans quel mood, ton corps il est fatigué ou pas, la zone, le tatoueur, la taille, mais il y a... Le motif, le style, la technique. Ta propre endurance à la douleur. C'est ça. Si tu t'es fait tatouer récemment, pas tatouer récemment, Moi, si t'as été malade, pas malade. Je suis toujours la première à faire taire les gens qui disent ah, tu vas avoir trop mal. Tu sais pas. Tu veux que je te dise, Zoé ? Moi, j'ai plein de tatoueurs qui me doivent un tatou, avec qui j'ai fait des échanges. Ouais. Ces 10 dernières années, je peux même pas te dire un nombre, parce que je sais qu'il y en a plein. Et tous, ils me disent, ouais, je t'ai pas oublié, je te dois toujours un... À chaque fois, je me suis débiné, je ne le sentais pas. Ouais. Je l'ai fait encore récemment avec des potes. Moi, si je sens au réveil que mon corps n'est pas à 100% pour se faire tatouer, je préfère annuler. Mais tant mieux parce que déjà, c'est super de pouvoir s'écouter soi-même, mais en plus, tu te garantis de pas aller subir une séance de tatou et avoir des mauvais... Enfin, tu vois, des mauvais Et puis souvenirs, après, t'as une mauvaise cicatrisation derrière, t'as un mauvais ressenti, et puis... Je pense qu'en fait, tout le monde a la même capacité à endurer les choses. Mais après, ce que je trouve dommage, c'est de véhiculer ce truc, de dire, tu sais, pour faire un peu peur aux gens, tu vois, ouais, ça va faire trop mal, tu vas en chier, machin, nanana. Bon, moi, je me jette pas des fleurs, hein. Non. La majorité de ma clientèle me dit toujours que je suis super doux. J'ai fait des tatous à 4 mains avec des collègues où juste de les voir prendre la feuille de sopalin à la fin pour essuyer, et si ma pote m'écoute, elle se reconnaîtra, je vais pas dire son nom, les clients me regardaient, tu sais, avec comme un chien, tu sais, avec les yeux qui te supplient, genre, non, essuie-toi, pas elle. Et voilà, tu vois, et on est comme ça, et puis comme tu as dit tout à l'heure, on est des humains. Nous aussi, il faut que les gens entendent ça, là maintenant, on est des humains. C'est-à-dire que moi aussi, je vais me lever ce matin, j'ai peut-être eu un problème ce matin, j'ai peut-être eu un problème hier soir, j'ai peut-être eu un week-end difficile, une mauvaise nouvelle, etc. Et bah, fatalement, ça peut se ressentir dans mon exaspération, dans ma manière d'avoir envie de terminer plus vite un truc, etc. Ouais. Je comprends, t'as un rendez-vous, t'as envie de te faire tatouer, etc. T'attends depuis peut-être des semaines, des mois pour certains, j'entends. Mais en fait, tu préfères quoi ? Tu préfères venir, que je te fasse de la merde, ou... Et qu'en plus, après, ça puisse en ou pâtir, qu'on reporte d'une semaine ou deux. Et voilà, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi actuellement dans les conversations entre collègues. Tu vois, ce truc de peut-être nous aussi apprendre à être moins dans
dans cette obligation, dans ce sentiment d'obligation qu'on s'est injustement infligé avec les réseaux sociaux, je pense notamment à cause des réseaux sociaux, ces dernières années, d'être tout le temps disponible, de répondre le dimanche, de machin, de trucs, et puis de se sentir mal quand on voit les réactions d'une petite minorité de gens, hein. Encore une fois, je dis, heureusement que c'est pas la totalité, qui prennent mal parce que tu leur réponds pas dans la minute. Parce que qui sont à te relancer 4 messages, 5 messages, qui t'envoient des DM, des machins, des trucs. Et en fait, il faut que les gens entendent. Alors là, je parle pour moi parce que tout le monde n'a pas le même degré d'émotion, mais c'est asphyxiant. Ouais. C'est-à-dire, c'est de partir en vacances alors que tout le monde te dit pose ton téléphone, en fait, t'es en vacances pendant 3 semaines et qu'en fait, tu n'arrives plus à le faire. De consulter tes mails frénétiquement toute la journée, de regarder ton agenda, tu vois, et en fait, tout ça devient tellement anxiogène et étouffant pour nous que en fait, ça n'aura pas de bonnes conséquences ni sur les rendez-vous, ni sur les choses qu'on propose aux gens. Non. Beaucoup de tatoueurs et de tatoueuses que je suis ou que je connais personnellement, ou l'ont exposé verbalement sur les réseaux, ou c'est des discussions qu'on a pu avoir, on dit je me rends compte que depuis que je fais du tatouage et avec encore une fois cette mécanique un peu frénétique du truc, je me rends compte que je ne fais plus rien pour moi. Je ne crée plus, je ne fais plus de dessin pour moi, pour mon propre plaisir. Tout ce que je fais, je le fais en pensant tatouage, en pensant visibilité sur les réseaux, que ça va marcher, ça va pas marcher, etc. Moi, tu sais comment j'en ai pris conscience ? Le jour où j'ai repris des toiles, que je les ai mis sur un chevalet, et qu'en fait, je me suis rendu compte au bout d'1 heure que j'arrivais plus à peindre. Parce qu'en fait, quand je peignais comme si j'étais en train de préparer un motif pour faire un tatou. Et du coup, là, je me suis dit, waouh, mais en fait, mec... Alors que j'ai pas ce problème quand je vais faire du graffiti, par exemple, tu vois. Ouais. Quand je vais faire un mur, peut-être parce que je suis pas tout seul, peut-être parce qu'il y a autre chose derrière, j'ai pas ce truc-là. Mais là, j'ai pris des toiles et je me suis dit, waouh, putain, c'est chaud, en fait. Je suis plus capable de prendre un pinceau et de peindre avec juste cette liberté de faire un truc. Et d'en voir aujourd'hui des gens qui sont pourtant des gens, à mon sens, ultra créatifs, se rendre compte, tu vois, à quel point ils sont épuisés émotionnellement, épuisés physiquement, etc. Alors, bien évidemment que c'est pas la faute des gens. C'est pas la faute du public, c'est pas la faute des clients de vouloir, tu vois, etc. C'est que notre faute à nous, mais il faut pas non plus négliger le troisième facteur, qui est le facteur, comme je te disais, des médias et des réseaux qu'on utilise pour vivre. Bien sûr. Qui nous ont... Même si on en avait peut-être conscience ou qu'on a joué ce jeu parce qu'on s'est voilé la face sur ce qu'on voulait pas que ça devienne, mais qui nous ont entraînés dans cette mécanique-là, et mécanique qui peut même devenir morbide, voire même grave pour certains ou pour certaines. Instagram a été merveilleux, faut pas se mentir. Ça permet d'échanger du contenu, de l'image, etc. Et ça a permis tout le mauvais truc derrière. C'est-à-dire tout ce truc que j'ai dénoncé il y a quelques mois, un jour où j'ai un peu craqué, sur en fait, je suis pas votre pote. Ouais. C'est-à-dire que mon Instagram, si t'as envie d'être méchant, désagréable, de critiquer le corps des gens que je tatoue, de critiquer leur physique, de critiquer leur peau, leur pilosité, leurs sous-vêtements, et accessoirement de critiquer mon travail sans aucun argument objectif, on n'est pas sur Instagram parce qu'on veut avoir ton point de vue. On est sur Instagram pour partager les choses. Mais ça a du bon côté aussi. Hein. Genre, attention, je trouve que de pouvoir montrer l'envers du décor aux gens permet de faire tomber beaucoup de choses dont on a parlé avant. Ouais. La douleur, comment t'es accueilli, machin, etc. Mais voilà, il y a beaucoup de, comme on dit, il y a beaucoup de masques, il y a beaucoup de paramètres qui sont... et surtout, il faut pas punir les gens qui n'ont pas la possibilité de... Nico... Gumo, si tu préfères. C'est avec ma mère qui m'appelle comme ça. Ah, Nicolas. Ouais, ça c'est en général, c'est quand t'as fait une connerie, ça. Bon, Gumo, je te propose de conclure là-dessus. Ouais. Je trouve ça chouette de finir sur vos artistes tatoueurs sont des humains. Bah ouais. Ouais. Bon, bah cool. Très bien. Merci beaucoup. Merci Zoé. Nico. À bientôt, je ferai la... Là, j'ai coupé au moment où je disais à Gumo que j'allais enregistrer l'outro une fois qu'il serait parti. Maintenant qu'il est parti, retrouvez-le sur Instagram @ugly_kid_Gumo, Gumo. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.
Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non?